Bonjour à tous. Des dossiers de détournement présumés qui mettent en jeu des milliards de francs CFA, deux par ici, un et demi par là-bas et plus loin encore plus amoncellent ces derniers temps devant la criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. En dépit de ces cas de condamnation bien connus du public, ce n'est pas comme si on n'avait jamais engagé une lutte contre le phénomène au Bénin. Nous revenons sur ce débat aujourd'hui et nous nous interrogeons sur ce qui ne tourne pas rond dans cette affaire de lutte contre la corruption. Notre invité politique ce jeudi matin, c'est Gaëtan Voyon. Il est membre du bureau de la diaspora de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Nous allons avec lui repasser l'actualité ces derniers temps et découvrir la position du parti dirigé par une femme au Bénin. Bienvenue à tous. Et nous voici donc pour le tout premier rendez-vous sur l'Actu Matin. Ça s'appelle la une des journaux. On va commencer par Fraternité. Comme à notre habitude, vous le savez, on l'ouvre par ici. Coopération bilatérale entre deux pays voisins. Le pipeline, l'incontournable cordon ombilical entre le Bénin et le Niger. Régularisation des dettes du PPEA 2, le gouvernement dans un délai de réparation. Et puis Père Arnaud Eric à Guénoudon sur l'avenir de la démocratie au Bénin. Il y a beaucoup de blessures et il faut les penser. Passons maintenant à La Nation, 21e journée africaine de la médecine traditionnelle. Les merveilles de la discipline vantées. Un programme pluriannuel d'appui au secteur eau et assainissement. Le gouvernement décide du paiement des dettes après vérification. Décryptage info, dette publique extérieure et dette garantie. 443,6 milliards de dollars investis par les pays en développement en 2022. L'affiche du jour, Assemblée nationale. L'exécutif attendu sur une série de questions aujourd'hui même. Le matinal, malversation de la gestion d'un programme à financement extérieur. L'affaire PPEA 2 ressurgit. Plus d'1 milliard de dettes seront payées. 322 dossiers sous réserve de validation ont été rejetés. Info Matin, congrès extraordinaire de l'UDBN de Claudine Prudencio, ensemble pour une renaissance plus conquérante. L'autre quotidien, Patrice Talon face aux députés jeudi prochain. Les dossiers brûlants susceptibles d'être évoqués, explorés par le journal L'autre quotidien. Le Béninois libéré, Conseil des ministres, ce qu'il faut savoir sur la gestion des dettes liées au PPEA 2. La boussole Conseil des ministres du mercredi, l'agence judiciaire du Trésor devient la JE. Dabarou, après le quotidien Dabarou TV reçoit son accréditation de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Voilà donc, je dois dire, le tour rapide des informations à la une des publications ce matin. Comme vous le savez, on va faire un autre tour maintenant à la une de Fraternité. On va revenir justement sur ce que nous propose le quotidien qui paraît à ménoter à sa une aujourd'hui. Coopération bilatérale entre deux pays voisins, le pipeline, l'incontournable, cordon ombilical entre le Bénin et le Niger, et puis régularisation des dettes du PPEA 2, le gouvernement dans un élan de réparation. Père Arnaud Eric à Guénoudon sur l'avenir de la démocratie au Bénin. Il dit ceci, l'homme en soutane, il y a beaucoup de blessures et il faut les penser. Voilà donc ce qu'il faut retenir des une parue ce jeudi matin. Nous sommes le 14 décembre 2023. On peut toujours s'intéresser un peu à ce qui se passe à l'intérieur de Fraternité. Il s'agit notamment du compte rendu du Conseil des ministres tenu hier précisément. Vous avez à la page 2 l'essentiel à retenir, mais l'information qui retient l'attention du quotidien, c'est justement cet aspect. Bientôt
une agence judiciaire pour la défense des intérêts de l'État. Il y a donc une transformation de la structure qu'on connaît. À ce propos, acheté donc Fraternité, allez-y à la page 2 du quotidien dans sa production de ce jeudi matin et lisez un peu ce que ça devient. Vous avez aussi à la page 3 le rapport entre le Bénin et le Niger qui survit à la crise politique là-bas, en dépit donc de la fermeture des frontières depuis plus de 4 mois maintenant. Alors, qu'est-ce qui fait le lien presque inarrêtable entre les deux pays? Fraternité nous le souffle, il s'agit du pain et pilade. C'est un incontournable cordon ombilical entre le Bénin et le Niger. Pourquoi est-ce que cela ne peut pas être coupé? Fraternité vous propose, sous la plume de Angelo Dosomo, une analyse sur la situation d'amitié et de coopération entre ces deux pays frères voisins sur beaucoup de vous avez aussi des détails liés justement à cette option de régularisation. Je dois dire des dettes au niveau donc du dossier qui a fait beaucoup de gorges chaudes par le passé. Il s'agit du PPEA 2 avec tout le coloré, vous savez. Aujourd'hui, donc, le gouvernement a décidé d'opter pour la régularisation des dettes à ce niveau-là. Mais il y a quand même quelques réserves à noter, notamment dans la démarche du gouvernement. Quelles sont-elles, ces réserves-là? Fraternité vous le propose. Si vous êtes intéressé par l'actualité au plan continental, achetez Fraternité, allez-y à la page 8 où vous avez des informations sur la Guinée-Bissau. Vous avez aussi quelques détails liés justement aux activités, au rapport Afrique-États-Unis. Fraternité vous propose donc un zoom là-dessus. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. On va passer maintenant au bulletin d'information avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bonjour à tous. Allez, dans le bulletin à suivre tout à l'heure, on aura les images des cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale qui passent en revue leur action au titre des années 2021 et 2022. À leur côté, pour les appuyer dans cet exercice, des partenaires techniques et financiers, vous aviez suivi aussi, ou vous aviez regardé, remarqué aussi, le ministre qui était sur place. Ça s'est tenu au Palais des Congrès à Cotonou. Eh bien, on en dira un peu plus tout à l'heure. Dans ce journal aussi, vous aurez à suivre ces images découvertes du nouveau guichet automatique multiservice MTN installé à Porto-Novo. Ce guichet permet au réseau de téléphonie mobile MTN de se rapprocher davantage de sa clientèle de la ville capitale, en la rendant autonome pour le dépôt et le retrait d'argent, même l'achat d'une carte SIM. Voici le bulletin. Ingrid, les cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale se sont retrouvés, c'était mardi, avec des partenaires techniques et financiers du secteur. C'est pour un exercice d'évaluation. En effet, Tanguy, il s'agit de la revue sectorielle conjointe au titre des années 2021-2022. Les travaux se sont déroulés au Palais des Congrès de Cotonou en présence du ministre de la décentralisation. On fait le point avec Idrissou Boukari et Moufid Saboura. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale et ses partenaires techniques et financiers évaluent la performance du ministère au titre de l'exercice budgétaire 2021-2022. Le tableau de réalisation affiché ici présente des avancées dans le secteur. À titre d'exemple, le taux d'exécution moyen du plan de développement communal 3e génération est de 62% en 2022. Pour le compte de l'année 2021, environ 70 communes ont enregistré l'augmentation de leurs ressources propres et 42 communes en 2022. À ces chiffres s'ajoute l'amélioration du taux d'encadrement dans la mairie grâce à la qualité des ressources humaines. Des résultats appréciés par la chef de file des partenaires techniques et financiers. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais saluer votre leadership dans la coordination de la mise en œuvre de ces points d'attention. Les partenaires techniques et financiers réaffirment leur engagement à œuvrer aux côtés du gouvernement béninois pour l'amélioration de la gouvernance territoriale, gage du bien-être des populations locales. Les travaux de cette revue sectorielle se tiennent dans le cadre du dialogue sectoriel avec les différentes parties prenantes.
Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale tient ses engagements vis-à-vis de ses partenaires. La session se tient dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Mesdames et messieurs, chers participants, je voudrais le réaffirmer ici, avec force et conviction, que les réformes engagées dans notre pays depuis 2021 visent la modernisation des modes d'intervention de l'État en vue d'une efficacité pour la cohésion nationale et le rayonnement économique équilibré de nos territoires. Ces réformes ont introduit un changement important dans l'organisation institutionnelle et sociale de notre pays, dans le but d'apporter des améliorations significatives à chaque Béninois, afin de ne laisser personne de côté d'ici à l'horizon 2030. En termes de recommandations, les partenaires techniques et financiers suggèrent aux autorités de rendre opérationnel le volet déconcentration à travers les documents de politique du secteur, au fin d'améliorer la gouvernance de la réforme en phase avec les enjeux actuels. Ils souhaitent également la poursuite de manière substantielle le transfert financier aux communes à travers les fonds FADEC. On passe maintenant à la deuxième édition des Journées nationales du poisson d'élevage au Bénin. La deuxième étape des manifestations s'est déroulée dans la commune de Dassa. Organisée par l'interprofession poisson d'élevage du Bénin, elle vise entre autres à faire découvrir aux populations les atouts et opportunités de la pisciculture. Imet Hélène Monceau et Georges Vaudounon. Après Boï, Konyabo et Calavi l'année dernière, c'est au tour de Ouida puis Dassa d'accueillir l'événement. Les Journées nationales du poisson d'élevage sont organisées par l'interprofession poisson d'élevage au Bénin, IPEB. Les manifestations ont pour objectif d'informer les participants sur les défis de développement de la filière. Cette année, elles offrent l'occasion de faire le bilan du chemin parcouru et de définir les perspectives. On attend qu'à l'issue de ces journées, les producteurs de cette zone de production puissent mettre sur pied un certain nombre de récapitulatifs des problèmes liés au développement de la filière et qu'on va devoir donc adresser à l'autorité ministérielle et ensuite trouver aussi les solutions que nous pouvons résoudre à notre niveau. Nous souhaitons que la pisciculture soit encore plus visible dans le département des collines, notamment les actions que le projet de Patrick est en train de promouvoir en mettant à la disposition des pisciculteurs une subvention aux espaces piscicoles. Pour cette deuxième édition, l'initiative est soutenue par de nombreux partenaires dont le projet d'appui au développement des filières protéiniques PADEFIP. Ce rendez-vous pour débattre de divers sujets mais aussi pour faire découvrir les avancées enregistrées dans le secteur a également pour but de permettre aux acteurs de tisser des liens d'affaires ainsi que des relations professionnelles. Les 3 jours d'activité ont démarré par une conférence inaugurale axée sur la territorialisation de la filière. La territorialisation permet de dire à une aire géographique donnée, voici ce en quoi vous êtes les plus forts. Et si vous développiez cela, vous allez gagner plus et vite. Parce que vos sols et les habitudes culturelles s'y prêtent le mieux. Ce faisant, l'administration des moyens de travail se trouve d'abord ciblée là et le reste se répartit un peu vers les autres qui font l'accompagnement de la zone principale. Placée sous le thème La pisciculture béninoise à l'aide des pôles de développement agricole, bilan, enjeux et défis, l'édition 2023 des JONAPEB a été meublée par diverses activités dont une cérémonie de remise, un lot d'équipements composé de tricycles équipés de bacs aérateurs, de filets, glaciers et balances, de même que de chèques ont été distribués aux pisciculteurs de la zone. Le geste s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre de la composante 2 du projet appui au développement et à l'extension de la pisciculture continentale paysanne. Cet élan de générosité a connu le soutien de l'Agence territoriale pour le développement agricole ATDA Pôle 7.
En images, lancement à Parakou du projet d'appui au développement des investissements agricoles productifs. Retenez déjà que l'objectif de ce projet est d'améliorer de manière durable la productivité des filières agricoles et les revenus des exploitations agricoles familiales dans les communes du pôle 4. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. Les détails à suivre dans nos prochaines éditions. Je vous emmène à présent à Porto-Novo visiter le nouveau guichet automatique multiservice MTN. À travers ce guichet, MTN se veut plus proche de sa clientèle de la ville capitale en la rendant autonome pour le dépôt et le retrait d'argent, même l'achat d'une carte SIM. Reportage. Un guichet automatique multiservice estampillé MTN Bénin qui rend désormais le client totalement autonome. À Porto-Novo, il a été mis en service ce lundi, non loin de l'hôtel Beau Rivage, précisément au niveau de la station Petro. C'est un guichet qui a plusieurs fonctionnalités, aussi bien les services financiers que les services GSM. Sur ce guichet automatique, vous avez la possibilité désormais de faire des retraits d'argent, d'accord, sans assistance physique. Vous venez, vous tapez votre numéro, on va faire le test tout à l'heure, et vous tapez le montant, vous retirez comme dans un guichet de banque. Vous avez également la possibilité de faire du dépôt. Vous déposez de l'argent directement, ça se retrouve sur votre compte. Vous avez également la possibilité côté GSM d'acheter de la carte SIM vierge. Parce que l'objectif final pour nous, c'est de pouvoir vous rendre autonome totalement. Vous pouvez acheter une carte SIM vierge pour pouvoir faire un changement SIM après. Et avec le temps, nous allons implémenter d'autres services comme l'enregistrement automatique de votre pièce, la mise à jour de vos données, automatiques. Le changement SIM pourra être possible sur le guichet automatique, de telle sorte que le client aujourd'hui n'ait plus besoin d'aller forcément en agence ou encore 24 heures sur 24, il peut venir se servir lui-même. Les premiers clients, dont le maire de Porto-Novo, Charlemagne Nyankoti, et son premier adjoint, qui se sont essayés à ce guichet automatique multiservice de MTN, en sont ressortis émerveillés. C'est un plaisir pour nous d'être associés à l'inauguration de ce guichet automatique multiservice à Porto-Novo. Et je crois qu'on ne peut que remercier MTN qui, depuis toujours, est en train de penser à comment satisfaire la clientèle. Et dans ce sens, en plaçant un guichet automatique multiservice à Porto-Novo et qui est appelé à fonctionner 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, ça permet de régler un certain nombre de problèmes, entre autres, et le besoin de s'approvisionner en sous à une heure tardive, au moment où les petits serviteurs sont déjà endormis. Et c'est très bon, c'est très bon. On remercie MTN. On remercie MTN et que Dieu les accompagne dans leur business. Nous invitons les populations de Porto-Novo à pouvoir l'utiliser. Et ce service est disponible à tout moment et à toute heure de la journée, que ce soit le dimanche, que ce soit le lundi, vous avez accès à tous nos services. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous continuerons à faire davantage pour améliorer la qualité de nos services et être toujours prêts pour vous et près de vous. À travers ce nouveau service, MTN Bénin se rapproche davantage de sa clientèle de Porto-Novo qui désormais, 24 heures sur 24, peut retirer de l'argent, déposer de l'argent ou acheter une carte SIM. Ce sera tout pour cette session d'information, Tanguy. Merci beaucoup à vous, Ingrid Dede, pour la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, on aura tout de suite les informations sportives. Sur Actu Matin, ça s'appelle Sport Matin. Ce matin, on aura au menu donc de Sport Matin quelques images des résultats aussi, et ça va concerner, vous pouvez le deviner, hein, la grande messe planétaire de football. Hier, c'était donc la 6e journée de la Champions League. Ali Moumouni, bonjour. En plus de cela, on aura aussi un invité sur ce plateau, Gabé Kakbo. Il est président de l'association Old Football Star of Abomey. Monsieur Kakbo, bonjour.
Tout à l'heure, on va parler un peu de la rentrée sportive à au niveau de votre structure, en tout cas pour le compte de l'année 2024. Ali, hier, c'était aussi la messe du football. Oui, c'était la grande messe du football continental. On en a parlé des rencontres, des dernières rencontres de la 6e journée qui ont été disputées depuis mercredi. Hier, c'était donc les dernières explications entrant donc dans ce cadre. Et puis pour la rencontre qui nous intéressait, c'était ce groupe homogène, le groupe où évolue bien entendu le Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain, le Newcastle United de l'Angleterre, bien entendu Milan AC de l'Italie. Et ce groupe, c'est bien sûr le groupe F. Hier, la rencontre au niveau du Signal Iduna Park était très épique, très impressionnante entre le Paris Saint-Germain et le club Borussia Dortmund. À l'arrivée, c'était un score d'un but partout entre les deux formations. Une rencontre où les Parisiens ont quand même, je dirais, déroulé leur jeu, mais difficile de trouver le chemin des filets. Il a fallu donc l'ouverture du score par l'équipe allemande grâce à Adeyemi. Et puis 4 minutes plus tard, le Paris Saint-Germain revient au score avant de voir Kylian Mbappé scorer, mais cela sera refusé par Lava Tanguy. Cette rencontre sera soldée sur le score, comme je le disais, d'un but partout. De l'autre côté, en Angleterre, il y avait la victoire de Milan AC face à Newcastle United, 2-1 à l'arrivée. On vous présente les différents résultats de ces différentes explications disputées hier au classement général de ce groupe F. On aura donc Borussia Dortmund qui sera leader avec 11 points. Et puis le Paris Saint-Germain qualifié également pour le prochain tour, les huitièmes de finale, qui totalise 8 points. Et puis le Milan AC sera reversé en Ligue Europa. Newcastle sort de la compétition. C'est quand même, je dirais, un retour très difficile pour Newcastle United. Oh oui. Mais de toutes les façons, le club a été certainement les joueurs ont été d'une manière ou d'une autre salués par le public hier après cette explication face à Milan AC, compte tenu bien sûr de leur détermination. On va revenir sur le groupe E. Au niveau du groupe E, Celtic Glasgow sort de la compétition malgré sa victoire hier face à Feyenoord 2-1. Atlético Madrid s'impose 2-0 face à Lazio de Rome au classement général. C'est Atlético Madrid et Lazio qui vont passer au prochain tour. Feyenoord sera l'équipe donc néerlandaise sera reversée en Ligue Europa. Au niveau du groupe G, Leipzig s'impose à Young Boys 2-1. C'était l'une des premières rencontres disputées hier. Pendant ce temps, Man City et Étoile Rouge de Belgrade se séparent sur le score de 3-2. Les Mancuniens, les Citizens, comme on le dit souvent, qui font aussi carton plein, comme le Real Madrid, 18 points à l'arrivée, à 6 matchs joués, 6 matchs gagnés pour l'équipe de Manchester City, les poulains de Pep Guardiola. ont fait, je dirais, forte sensation au cours de cette saison, comme il le faisait d'ailleurs depuis les 3 dernières saisons. Leipzig passera également avec 12 points pour la suite de la compétition. Il y aura l'équipe de Young Boys qui vont disputer la compétition de l'Europa League. On finit avec le groupe H. Antwerp s'est imposé hier face au FC Barcelone. Donc, sur le score de 3-2, Tanguy, je dirais une victoire qui ressemblait à une qualification pour cette équipe qui ne sort pas par la petite porte, mais bien au contraire, avec 3 points, Antwerp va quitter la compétition. Et donc, la tête haute après s'être imposé, bien entendu, à un gros morceau, le FC Barcelone. 3-2, c'était le score qui a sanctionné cette explication. C'était hier. Ouais. De l'autre côté, le FC Porto s'est imposé à domicile face à l'équipe de Shakhtar Donetsk 5-3. Le FC Porto passe ainsi avec le FC Barcelone, totaliste chacun 12 points, plus un goal average de plus 6 pour le Barcelone et puis plus 7 pour le FC Porto. Mais là, c'était par rapport aux confrontations directes que le FC Barcelone prend au classement général. On fait le point de toutes les équipes qualifiées. Elles sont au total 16 équipes qui vont passer le prochain tour. On aura Arsenal, Atlético Madrid, le FC Barcelone, le Bayern de Munich, il y a l'équipe de Copenhague, Borussia Dortmund, Inter de Milan, Lazio de Rome, Leipzig, Manchester City, Naples, Paris Saint-Germain. De la droite vers la gauche, Real Sociedad, le Real Madrid, le PSV Eindhoven et puis le FC Porto qui sont qualifiés. Tanguy, vous avez une surprise dans ce lot de 16? Ce sont tous des habitués. Je ne sais pas si William peut me permettre de jeter un coup d'œil à nouveau. Ce sont tous relativement des habitués. Mais Copenhague qui passe aussi le premier tour, je crois que du coup, moi je suis très ennuyé. Et on a l'impression que pour les grandes compétitions, il y a toujours les mêmes équipes qui sont au rendez-vous. Je ne sais pas quand est-ce que c'est pas une petite équipe du Portugal ou de la France. D'ailleurs, on avait cru
à Lens. Oui. Après son match face au club anglais, on avait cru vraiment qu'on aurait pu l'avoir à un bon niveau, mais malheureusement, elle est rapidement sortie de la compétition. Donc, vraiment, moi, ça m'ennuie de toujours voir les Real, les Barça, les trucs, façon là, toujours en train de mener au Caridas. Non, c'est la réalité du sport, parce que ces équipes que nous appelons pour la plupart des grandes équipes sont des équipes qui ont suffisamment de moyens pour s'offrir les meilleurs joueurs, pour s'offrir les meilleurs joueurs au plan international. Donc, de toutes les façons, voilà, c'est logique de les voir, je dirais, caracoler au sommet à chaque fois qu'il y a de ces grands rendez-vous. Alors, le tirage au sort aura lieu lundi prochain pour les comptes des huitièmes de finale, et puis les rencontres des huitièmes de finale vont débuter à partir du 13 février prochain. Tanguy. Allez, on va passer maintenant à autre actualité. Ça nous intéresse un peu plus directement. Il s'agit justement de l'actualité qui amène votre invité par ici. Votre invité, c'est Gabin Kakpo, Ali. Oui, je reçois, comme vous l'avez présenté ce matin, Gabin Kakpo, le président de l'association Old Football Stars of Abomey. Mon anglais n'est pas encore oublié, Tanguy. Il est beaucoup mieux que le mien, en tout cas. Alors, Gabin Kakpo, bonjour. Bonjour Ali. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Old Football Stars of Abomey. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes là pour nous parler de cette association OFSA qui existe depuis plusieurs années déjà et qui œuvre pour la promotion du football à la base. Mais dites-nous, comment en êtes-vous arrivé là? Merci donc de me recevoir pour parler de l'association dont je suis le président. Il s'agit en fait de faire le constat que depuis un certain nombre d'années, nous nous désolons tous de n'avoir pas de très bons joueurs à l'équipe nationale. Est-ce que c'est à la base que nous ne formons pas suffisamment? Nous, on a fait le constat que nous avons eu la chance d'avoir été coachés par le projet allemand de développement de football, ce dont je parle il y a 25 ans en arrière, à peu près 25-30 ans. Et à la fin de ce projet, il n'y a plus rien pour faire le relais. Venu à l'âge adulte, évidemment, nous avions caressé le rêve d'une carrière professionnelle, rêve qui n'a pas prospéré en raison de tout ce que vous savez. Les structures n'étaient pas bonnes, les dirigeants n'avaient pas les mêmes objectifs que les joueurs, etc. Oui. Et en fait, ce constat est devenu un peu plus adulte, ayant passé la quarantaine. Nous avons pensé qu'il était important que nous puissions apporter notre pierre à l'édifice. Et depuis 5 ans, nous travaillons pour le développement du sport à la base, parce que nous sommes convaincus que c'est depuis la base qu'il faut former de bons athlètes pour pouvoir jouir des fruits de ces athlètes à l'âge adulte. Allez, on finira jamais assez d'en parler de cette question de former de football, de football à la base. Je crois que c'est d'abord, il faut mettre un bon fondement afin de pouvoir atteindre l'objectif. Il y a quelques jours, vous avez, le 10 décembre pour être plus précis, vous avez lancé la rentrée sportive du Creuset au titre de l'année 2024. De quoi s'agit-il? Pour dire exactement que l'association Old Football Stars of Abomey est une association très sérieuse qui a des objectifs qu'il poursuit. C'est d'abord que nous voulons, dans 5 ans, qu'on puisse organiser un tournoi international qui mettra aux prises les nôtres, mais aussi tous ceux dont nous avons déjà les contacts et qui tapent à nos portes pour que cela soit organisé à Abomey. Et un peu plus loin, c'est avoir l'académie de football d'Abomey. Nous avons identifié le terrain, le travail se fait déjà en sourdine, mais c'est maintenant qu'il faut commencer par se préparer pour avoir ces résultats dans 5 ans, dans 10 ans. Cela dit, ça nous permet, autour de l'association actuellement est en train d'organiser le tournoi dont je vous avais parlé. Par le passé, c'est seulement sur le plateau d'Abomey que le tournoi se faisait, mais à partir de cette année, le tournoi a été ouvert à d'autres sensibilités. Et c'est pour cette raison que la 5e édition du tournoi qui aura lieu à Abomey, du 15 au 17 décembre, mettra aux prises 6 équipes de nos régions. Il s'agit notamment de Tricis d'Abomey, de AS Bal de Boyko, de Maoudonou Sport de Grand Popo, de Messan Sport d'Atiémé et de ESDA d'Agamé, sans oublier KFFC de Cotonou, pour un tournoi à 6 et qui mettra aux prises les U15. Là, vous avez parlé, donc vous nous avez donné en quelque sorte le projet de votre association pour l'année 2024. Mais je pense que quand on entend souvent parler de ces gens d'associations qui réunissent d'anciens sportifs, sinon d'anciens footballeurs, souvent ça sous-entend des activités récréatives. Mais j'ai l'impression que vous... Et festives aussi.
Voilà. Pas de bouteilles de bière. Nous allons de là, nous avons comme ambition de joindre l'utile à l'agréable. C'est vrai, nous retrouvons, certes, mais qu'est-ce que nous apportons à notre communauté? Qu'est-ce que nous apportons au pays? Qu'est-ce que nous apportons aux plus jeunes? Qu'est-ce que nous apportons aux centres de formation qui déjà font l'effort de travailler dans leurs différentes régions? Les mettre ensemble, les mettre aux prises pour qu'ils puissent mieux compétir, mieux se connaître, faire un peu plus d'efforts, se surpasser et commencer par rêver grand pour eux-mêmes, mais aussi pour notre pays. Évidemment, ce sont les objectifs que nous poursuivons. Et cela, depuis 5 ans, nous sommes sur ce chantier et nous comptons y rester et travailler davantage. Et c'est ça qui, in fine, nous permettra de mettre vraiment en place l'académie dont je vous ai parlé tantôt. Vous êtes bien beau dans vos couleurs vert et blanc. Le tournoi va s'étaler sur toute l'année. Comment ça va se faire? Et on y participe. C'est au Pifomètre que vous avez choisi les équipes? Nous avons une équipe technique qui a sillonné tous les centres de formation pour pouvoir faire la sélection. Et le constat est que, on le voit même au plan national, il y en a qui sont toujours un peu dans la tricherie. Toutes ces équipes ont été disqualifiées. C'est celles qui répondent aux critères qui ont été au préalable énumérés. Ce sont ces équipes qui ont été sélectionnées pour être sur le tournoi d'Abomey. Alors, un centre de formation, Ali, ce n'est pas 25 000 francs CFA. Vous avez beau être joli sur les photos, mais il faut sortir l'argent. Comment vous comptez mobiliser tout ça? Nous sommes une association d'abord qui compte d'abord sur la cotisation de ses membres, mais au-delà, nous avons des partenariats importants qui nous permettront de réaliser ce projet. Voilà pourquoi nous nous sommes donné une échéance et nous travaillons pour qu'à échéance, nous puissions remplir ces différents objectifs. Apparemment, vous avez déjà posé les premiers pas pour l'installation, bien sûr, puisque ça fait partie de vos projets d'un centre, d'une académie, je dirais, aux normes internationales. Alors, quand on parle de cette académie, elle sera installée où et puis à quelle étape en êtes-vous actuellement? J'ai évoqué la mise en place de l'académie pour que vous puissiez nous prendre un peu plus au sérieux. Je me suis laissé dire ces derniers jours que si je vous amène aujourd'hui sur le terrain, vous verrez qu'il est herbeux, mais c'est pour nous mettre la pression pour que dans quelques années, on puisse désherber tout cela, poser les pierres, faire le plan et commencer le travail technique qui doit se faire. Ça, tout cela se fait en sourdine et en temps opportun. Je me ferai le devoir de revenir ici ou de vous inviter pour que vous puissiez toucher du doigt la réalité de ce que nous sommes en train de projeter. Invitez-nous, on sera de la partie. Oui, merci. Alors, désormais, il faudra compter donc avec vous pour le développement du football béninois, sinon surtout à la base, comme voilà, cela me rappelle les propos d'un ancien président américain qui dit, je cite, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Je crois que là, même dans d'autres pays, aujourd'hui, le Sénégal qui est en train de remporter tout sur le continent, ça a été des particuliers, des citoyens qui ont décidé, compte tenu de leur ferveur patriotique, de mettre en place des initiatives. Et aujourd'hui, tous ces centres sont en train de prospérer, en train de permettre au pays de profiter, en fait, je dirais, des retombées positives, bien entendu, de tous ces sacrifices. Monsieur le Président, on va finir cet entretien. Votre mot de fin. D'abord, vous remercier d'avoir accepté de nous recevoir et de nous avoir permis de décliner un peu nos ambitions et surtout d'inviter les populations d'Abomey, de Boycon et environ à se rendre au stade Goho d'Abomey le samedi 16 décembre 2023 pour voir les enfants compétir, les encourager et puis saluer également ce qui pourrait se faire de beau. C'est à partir de quelle heure et puis l'entrée est libre et gratuite? L'entrée est complètement libre et gratuite et ce sera à partir de 7h30 sur les installations du stade d'Abomey, de Goho. Et comme je le dis souvent, Goho en lui-même est un miracle parce qu'il y a quelques années, ce n'est pas le gazon que vous avez aujourd'hui. Allez, le rendez-vous est pris donc pour le samedi prochain, 16 décembre 2023, du côté du stade de Goho pour cette compétition. Je crois que c'est Football Talent Plus. Talent Plus, voilà. Football Talent Plus. Voilà, justement, le rendez-vous est pris à partir de 7h, Tanguy. Vous n'êtes pas loin, hein, donc... Oui, quand je prends Ahmed Godas, il me faut marcher environ 7 minutes pour venir au stade de Goho. Je le ferai. Ce serait la partie. Ce serait avec plaisir. Merci beaucoup de nous accueillir. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à notre invité politique ce matin.
Je l'ai annoncé au cours de mon introduction. Notre invité politique ce matin, c'est Gaëtan Avognon, membre du bureau politique du parti UDBN. Monsieur Avognon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on parle un peu de l'actualité du point de vue de l'UDBN. L'UDBN qui d'ailleurs donne rendez-vous samedi prochain à ses militants pour discuter des questions là concernant. Passons déjà à l'actualité nationale. Et la plus récente, c'est le vote du budget général de l'État pour son exercice 2024. Alors, que pensez-vous du spectacle auquel on a assisté là-bas au Parlement, que ce soit du côté de la mouvance que de l'opposition? Merci Tanguy. En ce qui concerne le vote du budget, moi je me suis demandé ce qui s'est réellement passé. Comment ça? Parce que c'est un budget qui prend en compte pratiquement tout pour que le citoyen lambda soit... C'est quoi? C'est le budget le plus parfait de la planète? Pas du tout. Oui, mais comment est-ce qu'il est beau? En quoi est-ce que ça vous a intéressé à l'UDBN? D'abord, l'UDBN, ça nous intéresse parce que nous œuvrons pour le bien-être de la population. Oui. Et le budget, en lui-même, tient compte du bien-être de la population. Quel est l'aspect qui vous a intéressé concrètement? Vous savez, un budget qui déjà en commission est accepté par tout le monde et qu'en plénière, on décide de voter contre. Vous voyez, il y a du non-sens là. Il y a du non-sens parce que ceux qui se font appeler parti du peuple et qui ne voient pas en eux l'idéal dans ce budget qu'ils ont accepté en commission et qu'ils rejettent en plénière, moi je vois que ce n'est pas possible. Est-ce que l'acte de vote d'un budget, ce n'est pas un acte politique d'abord? L'Assemblée d'abord, c'est un lieu de la haute politique, un lieu de négociation. Et l'acte de voter un budget, c'est un acte de consensus. On doit s'entendre. C'est d'ailleurs pour cela que les ministres défilent à l'Assemblée pour expliquer le budget, pour faire accepter cela aux députés qui, à leur tour, ont le droit et le devoir de dire ceci n'est pas bon, corriger ceci pour que nous puissions accepter. Mais si tout cela est fait et que au finish, on se refuse de voter le budget, je suis sûr que vous aviez applaudi l'acte de Basile Akossi alors. Je me suis dit que dans le parti Les Démocrates, il y a encore des gens qui ont leur tête sur les épaules. Parce que c'est... Basile Akossi n'est pas... Les autres n'ont pas leur tête sur les épaules. Basile Akossi est allé contre la décision d'un groupe. J'imagine qu'à l'UDBN, quelqu'un fasse comme cela, ça dit qu'il joue les loups solitaires. Vous allez l'applaudir et trouver qu'il a la tête sur les épaules? Ce n'est pas ce que je veux dire. Il a participé au débat en commission. Il sait ce qui a été retenu dans les études en commission. Ce monsieur, je dis, si vous étiez à sa place là, vous n'allez pas comprendre que tout ce que j'ai accepté, on m'a dit 1, 2, 3, et j'ai accepté, mais demain on me dit 1 plus 2 plus 3, et je dis non. C'est carrément du non-sens. Je me suis dit que ce monsieur, il a fait des analyses, il a vu l'aspiration du peuple, il a fait la lecture du budget qui a été proposé, et il s'est dit, mais ce n'est pas normal que je me désolidarise de cela. Vous n'allez peut-être pas lui envoyer une carte de membre UDBN. Il a acheté au parti Les Démocrates, non? Non, bon, nous sommes tous des Béninois. Nous avons comme aspiration de lutter pour le bien-être de la population. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire aussi. Alors, nous sommes au Parlement, nous allons y rester. Depuis, ma foi, 2023, janvier 2023, il y a des questions interminables qui pleuvent sur la tête du gouvernement là-bas, qui est obligé de donner rendez-vous tous les jeudis matin. Nous sommes jeudi, ils y seront d'ailleurs tout à l'heure, les membres du gouvernement. Que pensez-vous de ces interminables questions au gouvernement, à l'UDBN? Les questions au gouvernement, c'est pour faire connaître en réalité les actions du gouvernement, des actions qui paraissent. Je dis qui paraissent parce que avant que le gouvernement ne pose des actions, ce sont des actions assez mûries, mais des actions qui paraissent floues pour certains nombres de personnes. Nous n'avons pas le même degré de compréhension. C'est ça. Et si à chaque fois, tout ce que le gouvernement fait,
il faut que les gens applaudissent, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. Je pense que ce ne serait pas ce ne serait pas bien aussi pour le gouvernement. Il faudrait que des gens, même si on ne les interpelle pas, viennent à l'Assemblée de temps en temps, nous entretenir le peuple, parce que c'est l'Assemblée qui est représentative du peuple, entretenir le peuple sur leurs actions, sur comment ils comptent faire certaines choses, sur comment ils ont réfléchi pour faire d'autres, pour que tout le monde soit au même niveau. Vous pensez vraiment que ce mécanisme de contrôle-là permet véritablement de contrôler l'action du gouvernement? Aujourd'hui, dans le pays, c'est le mécanisme que nous avons pour le moment. Et nous allons, je pense, l'utiliser à fond pour que le gouvernement nous rende compte, nous explique de fond en comble leurs actions par rapport à leur mode de la commission d'enquête et autres, on peut les susciter aussi, non? L'UDBN aurait fait ça si elle était à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas? Ce sont des armes que nous avons pour contrôler l'action du gouvernement. Autre sujet sur lequel on ne vous a pas du tout entendu, c'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure. Pourquoi on ne vous a pas entendu longtemps? Autre sujet sur lequel on ne vous a pas entendu, c'est la rencontre polémique entre le chef de l'État et la délégation du parti les démocrates. À l'UDBN, comment est-ce que vous avez regardé tout ça? Monsieur le journaliste, le chef de l'État a une politique de gestion. C'est laquelle? Et je pense que le fait d'appeler les partis de l'opposition pour discuter avec eux, c'est une très bonne chose. Ça permet de lever les divergences et chacun de son côté va savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Il les a appelés, c'est pour discuter sur des sujets de l'actualité. Oui. Je pense que nos amis d'en face sont allés... Est-ce que vous avez l'impression que c'était une discussion ou bien un papa qui sermonnait un peu ses enfants? On a vu le ton, on a vu les gestes, on a vu beaucoup de choses. Vous savez, quoi qu'en soit la manière dont vous aimez votre enfant, le jour où vous l'appelez pour que vous puissiez discuter de quelque chose de très important de la maison, si l'enfant commence à dérailler, tout de suite il va falloir que vous le recadriez. Sinon, l'enfant va vous amener sur d'autres pistes. Si mais là, nous sommes dans la République, hein, on n'est pas en famille. Là, oui. La République est une famille. Le père de la famille a des enfants qui n'ont pas les mêmes comportements. C'est comme la mouvance de l'opposition. Et pour que... C'est ce qu'on appelle la famille, en fait. Hein. Et pour que les enfants s'entendent là, le père devient le juge et concilie ses enfants de jour en jour. Vous avez dit concilier, vous n'avez pas dit gronder. Il peut les gronder, il veut les concilier, les gronder. Si ça ne marche pas, il va les flageller. Ah oui, carrément. Oui, bien sûr. Alors, mais ils étaient là-bas au palais parce qu'ils ont suscité cette rencontre-là, faut-il le dire, au sujet justement du fichier électoral. Les autres partis n'en parlent pas, notamment ceux qui soutiennent le chef de l'État. Le fichier, il est beau, on peut aller aux élections maintenant, c'est ça? Le fichier électoral, c'est une œuvre humaine. Ça peut avoir des failles. Des imperfections. Des imperfections. Vous, ça vous va à l'UDBN? Vous pouvez aller aux élections aujourd'hui avec ça? C'est ce même fichier-là qui a permis à élire les 28 députés des démocrates à l'Assemblée. Non, je parle de l'UDBN, pas des démocrates. Est-ce que vous êtes prêt à aller aux élections avec ça? Pour le moment, oui. C'est ce fichier-là que nous avons. Et s'il n'y a rien qui est fait pour l'amélioration du fichier, ça s'impose à nous tous. Que ce soit nous, UDBN, oui, que ce soit les autres formations politiques, sont obligés d'aller aux élections avec cette liste-là. Parce que cette liste-là a fait ses preuves. Oui. Je vous dis encore, c'est une humaine et il doit avoir des imperfections. C'est ça. Forcément, on va appeler à une correction, mais une correction peut-être avec la manière. Ce n'est pas parce que il faut dire que ce n'est pas bon, bon, on va amener des gens. C'est quoi la manière? On se met à genoux pour parler au chef de l'État? Non, pas du tout. On fera cette correction-là. C'est mon avis. Oui. On fera cette correction-là au moment où il faut. On ne fera pas une correction sur le saut d'humeur de certaines personnes. L'UDBN avait sorti un communiqué, j'ai changé de sujet, entre-temps, oui, sur la situation au Niger avec l'exhortation d'une ouverture des frontières par le Bénin. Plus de 4 mois après, c'est toujours difficile de passer par le pont de Malanville pour rejoindre l'autre nation.
Est-ce à dire que l'UDBN n'a aucune influence sur les actions du chef de l'État? Ça fait 4 mois quand même que vous aviez demandé ça. L'UDBN a donné son avis en tant que formation politique. Qui soutient les actions du chef de l'État? Qui soutient les actions du chef de l'État. Et moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe en réalité. Le Bénin est un État souverain. Le Niger est un État souverain. La souveraineté de l'État passe avant la souveraineté de l'ensemble. On est d'accord sur ça. Absolument. Je ne sais pas ce qui, en réalité, peut amener deux frères à se tourner le dos pour des considérations de groupe. À mon entendement, c'est une décision qui devait venir du chef de l'État. S'il décide d'ouvrir la frontière, il va ouvrir la frontière. Mais il ne va pas se désolidariser de la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui a demandé de fermer la frontière. Le Niger et le Bénin ont beaucoup de choses en commun. Ouais. Et fermer la frontière du Niger, c'est mettre de milliers de Béninois en chômage, de milliers de Nigériens en chômage, de milliers de systèmes, de structures excusez-moi, étatiques en difficulté. Est-ce que ce n'est pas faire loup solitaire que de se désolidariser? Non. La CEDEAO. Là-bas, on peut faire loup solitaire, mais à l'Assemblée nationale, on ne peut pas faire loup solitaire. Je vous dis, les autres chefs d'État n'ont pas grand-chose avec le Niger. C'est ça. C'est nous qui avons de véritables problèmes en fermant notre frontière au Niger, parce que économiquement, de manière sociale, ça ne va pas. On est tous d'accord que ça ne va pas. Oui. Donc il faut prendre une décision courageuse. Oui. Il faut savoir dire à nos frères que moi j'ai une contrainte, ma population est en train de souffrir. Oui. Et mes frères du Niger sont en train de souffrir. Je préfère que... aller les écouter et faire leurs attentes. Et c'est mieux. Alors le samedi prochain, l'UDBN va en congrès. Je m'étais promis de vous poser la question. Pourquoi vous êtes resté longtemps silencieux sur tous ces sujets-là? On savait l'UDBN, au moins pour les communiqués, présente sur les actualités politiques nationales. Pourquoi vous êtes resté silencieux? On n'est pas resté silencieux en ce qui concerne notre congrès. Vous savez, le congrès ordinaire a été fait. Et nous, son prolongement, c'est le congrès extraordinaire qui sera fait le samedi prochain. Il y a assez de travaux qui se font derrière que tout le monde ne voit pas. Après les élections passées, on s'est posé beaucoup de questions. Oui. On s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché à l'interne? Qu'est-ce qui a été vous avez pu les identifier, ce qui n'a pas marché à l'interne? Nous avons identifié beaucoup de choses. Comme quoi? Vous aurez le temps de savoir. Vous allez discuter de quoi samedi prochain? Nous allons, vous savez, présenter aux militants qui viendront des 117 communes de tous les arrondissements les décisions du congrès ordinaire, discuter là-dessus, leur proposer ce que nous pensons bien pour rebondir, pour reconquérir l'électorat, pour les jours à venir, et savoir prendre un nouveau départ. Un nouveau départ, ce qui justifie même notre thème du congrès qui est renaître pour conquérir. Donc, le samedi prochain, nous allons réellement discuter avec... Vous savez, à l'UDBN, le militant est pratiquement le roi. Ce sont les militants qui décident chez nous. Ah ouais? Oui. Nous ne faisons rien sans consulter les militants. Et leur avis passe avant tout. C'est à cause de ça, vous allez constater, souvent, lorsque vous prenez la chaîne, je dis la chaîne, c'est du bureau exécutif jusqu'au dernier militant de l'UDBN, quand vous les prenez sur des décisions données, ils vont vous servir pratiquement la même chose. Parce que la décision ne vient pas du haut. La décision vient de la base qui propose et est-ce que la base pense déjà à 2026? Est-ce qu'elle a discuté déjà de qui sera candidat chez vous? Vous savez, nous appartenons à un groupe. Je dis à un groupe, nous appartenons à la majorité présidentielle. Nous, par exemple, aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens pour présenter un candidat. Forcément, vous savez,
Comment vous n'avez pas les moyens? C'est les choses qui vous manquent? C'est le profil qui vous manque? Je vous explique. On a le parrainage peut-être? Exactement. Nous n'avons pas... Il est très difficile d'aller négocier. Vous avez 83 possibilités actuellement. Il est pratiquement impossible d'aller discuter quelque part où vous n'êtes pas. Ok. On n'ira pas commander le parrainage. Alors que si on était là, on peut facilement négocier, demander, mais on n'est pas là. C'est carrément, nous sommes en train d'aller commander des parrainages. Mais nous allons nous conformer à la candidature qui nous sera présentée par le groupe de la majorité présidentielle. Parce que jusqu'à nouvel ordre, nous sommes de la majorité. Donc vous allez soutenir le candidat qui sera désigné? Forcément. Forcément. Allez, Gaëtan Avognon, je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, qui annonce son congrès extraordinaire pour samedi prochain, certainement pour discuter de questions d'actualité concernant la vie du parti. On sera encore ici à vous suivre, à vous écouter pour voir ce que vous alliez décider à l'occasion. Nos portes sont ouvertes à Canal 3 pour venir nous en rendre compte au public. Merci d'être passé sur l'Actu Matin. Merci Daniel. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, beaucoup d'événements ce matin déjà sur Actu Matin. C'est la fin de cette partie. On va souffler maintenant. Bon, pour commencer. Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+. Quoi? Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 15 jours à tout Canal+. C'est trop. Pour profiter de plus de 400 chaînes. Je vois que t'es potassé. De l'action. Pas cette tête, c'était marrant. On arrive à la fin. Des rencontres magiques. Commencez, on pourrait s'embrasser, se faire un gros câlin. Bonsoir. Salut. C'est chaud. Et des personnages fascinants. Ne me dis pas que tu m'en veux toujours pour cette folle furieuse. C'est une question primordiale. Réabonnez-vous vite et découvrez toutes les surprises qui vous attendent avec Canal+. La légende raconte qu'elle constituait la garde rapprochée du roi. Les Amazones du Dahomey étaient de redoutables guerrières. Elles ne reculaient devant rien. On les surnommait les Minou. Elle existe encore? Oui, mon bébé. Une Amazone vit en chacune de nous et recherche toujours le meilleur pour le bien-être de sa famille. Comme toi, maman, t'es ma guerrière. Vitalor est sans cholestérol. Elle s'adapte à toutes vos habitudes culinaires sans altérer le goût des aliments. Riche en vitamine E et économique. Vitalor, nous partageons avec vous bien plus qu'une histoire de goût. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. De
retour en plateau pour vous présenter le commentaire de la journée. Franck Aoudou, bonjour. Bonjour. Le 21 décembre prochain, Patrice Talon sera face à la représentation nationale pour délivrer son message sur l'état de la nation. Allez, il va s'agir de quoi? C'est une prescription constitutionnelle, Tanguy, qui fait obligation au président de la République de se retrouver devant les députés une fois l'an pour délivrer son message sur l'état de la nation. Pour faire plus clair, c'est conformément aux dispositions de l'article 72 de la Constitution du 11 décembre 1990, tel que modifié par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, que le président Patrice Talon présente son message sur l'état de la nation à l'alinéa 1er. Et de cet article 72, il est dit que le président de la République adresse une fois par an un message à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation, et l'alinéa 2 vient préciser, je cite, « Il peut aussi à tout moment adresser des messages à l'Assemblée nationale. Ces messages ne donnant lieu à aucun débat, ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l'Assemblée nationale. » Donc c'est à cela que le peuple béninois aura droit le jeudi 21 décembre prochain. Le jour et la date sont loisibles au chef de l'État, c'est lui qui les choisit, mais la tradition au Bénin, c'est généralement dans le mois de décembre, avant le 31 décembre, que le président de la République se rend au palais des gouverneurs à Porto Novo pour cet exercice. Je dirais même qu'avec les autres présidents, c'est entre généralement les 28, 29, 30 ou le 31 que cela se passait, mais avec Talon, les dates ont beaucoup varié. Je prends le cas de 2021. Il était au Parlement un mercredi 29 décembre avec un message assez court qui aura duré 19 minutes 4 secondes, très exactement. En 2022, il y est allé un peu plus tôt, soit le 8 décembre, un jeudi, mais cette fois-ci, resté un peu prolixe, 46 minutes 47 secondes. Toutefois, son prédécesseur nous avait habitués à des messages un peu fleuves. Pour le compte de cette année 2023, Patrice Talon sera l'hôte des élus parlementaires le jeudi 21 décembre 2023. Son message sera-t-il plus long que celui de l'année écoulée ou sera-t-il plus succinct? On ne saurait le dire. On attend de voir. Ce que l'on sait, ce sera en présence de ses ministres qu'il délivrera ce message, et il aura l'occasion de présenter réellement comment se porte le Bénin compartiment par compartiment. À cette occasion, le chef de l'État dira au peuple béninois depuis l'hémicycle tout ce qui est fait par lui et son gouvernement pour le bien-être des populations. Quel sera le profil du message? Ce message, ce sera un message bilan, un message d'espoir, un message d'exhortation, un message en pointe d'assurance à l'endroit du peuple béninois. Les messages sur l'état de la nation constituent également pour le président de la République un moment d'opération de charme politique où ce dernier tente de convaincre et d'engranger des points. Pour ce qui est du message de cette année, Talon parlera sans doute politique en mettant en exergue les efforts accomplis pour faire participer toutes les sensibilités au débat politique, notamment au Parlement. Son dernier message avant celui-ci, c'était devant un Parlement taxé de monocolore. Jeudi prochain, ce sera devant opposition et mouvance qu'il félicitera certainement. Il invitera les acteurs politiques à travailler de sorte à mettre la politique au service du développement et à la consolidation de la paix. En délivrant son message en 2022, le chef de l'État avait annoncé un certain nombre d'actions qui devraient être menées en 2023. Il reviendra sur ces actions et fera un point sur le niveau d'avancement. Il s'agit par exemple de la lutte contre le djihadisme qui a été renforcée avec l'acquisition du matériel au profit de l'armée, le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité. Un autre plan, le plan social et éducatif. Talon évoquera la question de la manifestation de la solidarité nationale à travers l'intensification du programme des cantines scolaires qui était à un taux d'exécution selon lui de 75% en 2022 avec la promesse qu'il avait faite l'an dernier de le porter à 100% avant 2026. Il nous dira à quel taux nous en sommes en 2023. Et à côté de cela, il y a également le projet de promotion de l'enseignement, de la formation technique et professionnelle qui, selon les promesses du chef de l'État, devra entrer dans sa phase active et une phase décisive en cette année 2023 à travers la construction et la réhabilitation des lycées techniques agricoles et des écoles de métiers. Le peuple et surtout les acteurs de l'éducation attendent Talon
sur le sujet. Dans le domaine de la promotion de l'emploi, Talon a dit avec une certaine fierté que j'ai lu dans ses yeux au député de la 8e législature et que en tout cas 6 000 jeunes étaient employés dans la zone industrielle de Glodjigbe et que cela pourrait passer à 30 000 jeunes en 2023. Il est important qu'ils reviennent sur les statistiques afin de confondre ceux qui pensent que rien n'est fait pour trouver de l'emploi aux jeunes béninois qui triment diplôme en mai. Sur le plan sanitaire maintenant, ce sera l'un des points d'orgue de son message, j'en suis certain. Le président mentionnera le démarrage de la réhabilitation ou la construction des formations sanitaires sur l'ensemble du territoire national. On parle de 725 centres de santé, des centres hospitaliers départementaux, des centres hospitaliers universitaires, de 21 hôpitaux de zone ainsi que la mise aux normes des plateaux techniques. Et dans ce message, Talon ne saurait occulter la situation au niveau de nos frontières avec le Niger en application des sanctions prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à l'encontre du peuple frère Niger. Quelle est la santé de notre économie depuis le 26 juillet 2023, date du coup d'État? Qu'est-ce qui est fait pour atténuer les chocs de cette situation sur le pouvoir d'achat des citoyens et surtout, à quand la réouverture des frontières? Les Béninois ont soif d'entendre leur président une fois de plus sur le sujet. L'un des moments forts également de ce message en décembre 2022, c'est bien l'annonce du démarrage de la phase 2 du projet asphaltage. Il mettra l'accent sur ce qui est fait jusqu'en ce mois de décembre par rapport à ce projet, les villes bénéficiaires de cette deuxième phase et le niveau du projet. Voilà globalement ce que l'on pourrait attendre du message du chef de l'État. Mais à côté de tout ceci, il peut faire une annonce surprise à son peuple, pourquoi pas. Il peut enfiler l'accoutrement de Papa Noël et dire quelque chose qu'il a l'intention de faire, en particulier pour les Béninois. Pour finir, il appellera chaque Béninois et chaque Béninoise à travailler pour le renforcement de la paix, du vivre ensemble et surtout à travailler notre état d'esprit de manière à accompagner les efforts de développement de notre pays dans le sacrifice. On aura les vœux du président aussi pour refermer ce chapitre de message sur l'état de la nation aux députés et aux Béninois dans leur ensemble. Flakanou, merci beaucoup. Allez, on va faire le débat. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Les commentaires de ce matin qui partent sur le message à la nation de Patrice Talon, ça va être certainement le 21 décembre prochain. Et élément de réaction? Absolument, c'est la grosse actualité qui nous attend. Et nous savons que courant ce mois de décembre, après le débat sur le vote de budget, c'est l'autre actualité qui anime un peu les débats courant ce mois de décembre, le chef de l'État qui justement fera son discours sur l'état de la nation. Il y a des constances qui nous permettent de s'imaginer un peu la forme que va prendre ce discours pour nous avoir déjà habitués par le passé à des discours assez succincts. Bref, Franck l'a rappelé, jamais nous n'avons eu droit à des discours longs et tout ça. Donc, ce sera certainement encore la même chose. Alors, il n'y a que quand on est chef d'État et qu'on sait qu'en décembre, on doit présenter ce genre de discours, on se doit de poser des actions, de mener des actions tout au long de l'année afin de donner un contenu à ce qu'on dira à la représentation nationale. Et donc, Patrice Talon, est-ce qu'il a travaillé ces 11 derniers mois véritablement au niveau de chaque secteur pour pouvoir justement essayer de présenter un bilan assez clair, assez précis au niveau de chaque secteur aux députés à l'Assemblée nationale. Et Franck a essayé, et je pense que on va certainement voir le chef de l'État opiner sur ces secteurs, sécurité, santé, emploi des jeunes, éducation scientifique et professionnelle et tout ça. Et certainement que le chef de l'État reviendra sur cette crise que nous avions connue cette année qui justement
a fait en sorte que la Bénin-Niger soit un peu tendue. Certainement que Patrice Talon reviendra sur pourquoi le Bénin a fait l'option de s'aligner sur les décisions de la CEDEAO. Vous savez qu'on a reproché au chef de l'État son activisme aux côtés de la CEDEAO, qui a davantage enrhumé les rapports. Patrice Talon peut essayer quand même de donner quelques explications, n'est-ce pas, aux députés. Mais aussi, il nous faudra aussi apprécier ce discours à l'aune des promesses faites l'année passée. Franck l'a rappelé également. C'est surtout ça qui va nous permettre de savoir que en l'espace de 12 mois, nous avons évolué sur pas mal de cette... l'année passée, le chef de l'État promettait, par exemple, sur la crise sécuritaire dans le septentrion, d'achat d'équipements pour permettre justement à nos forces de défense et de sécurité d'être opérationnelles sur le terrain. Je pense que tout le monde a vu qu'un effort a été fait. Nous l'avions remarqué d'ailleurs à la fête de notre indépendance. Et nous savons aussi que par le biais de pas mal de coopérations militaires, le Bénin a reçu des dons d'équipements justement. Il y a quelques jours en arrière, nous avons vu les États-Unis offrir à notre armée pas mal d'équipements. Et donc, il faut aussi repartir sur le discours de l'année passée, voir les promesses que l'homme a faites et essayer de voir est-ce qu'en l'espace de 12 mois, nous avons véritablement évolué. Je pense que ce discours doit être un discours sincère, un message sincère. Le chef de l'État doit pouvoir avoir le courage de nous dire comment va réellement le Bénin. Et tout le monde sait aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller chercher des experts, des académiciens pour nous dire comment va le Bénin. Et donc ça doit transparaître dans le discours du chef de l'État, au-delà de l'atteinte politique qu'on peut faire à ce discours, à ce message devant les députés. Il faudrait qu'on dise réellement comment vivent les Béninois aujourd'hui. Et comment vivent les Béninois justement? Tout le monde sait que la vie est chère, la morosité. Nous allons fêter les Béninois face à des fêtes de fin d'année, les poches pas très en forme, les produits sont chers, l'oignon est intouchable sur le marché, les produits vivriers, on n'en parlons même plus, on n'a pas de l'argent pour véritablement fêter, tout est cher dans le pays. Donc il faut avoir également le courage, l'honnêteté de le dire, mais à côté présenter les actions qui sont menées pour essayer d'atténuer cette souffrance des populations. Et vous n'êtes pas sans savoir que au niveau donc de la frontière du Bénin et du Niger, il y a toujours problème là-bas. Au Niger par le Bénin et notre port également qui en partie. Et tout ça, je crois que l'économie béninoise souffre un tout petit peu de cette situation, il faut le dire. La situation des AME, l'année dernière, on parlait de, je crois, 10 mois sur 12 ou de 11 mois sur 12. Cette année, quelle est la situation? Qu'est-ce qui est fait réellement? Également au niveau du renforcement du personnel des fonctionnaires de l'État, les recrutements qu'il y a eu. Et à côté de tout cela, il faut nous parler également du plan politique, les efforts qui sont faits. Je sais que le chef de l'État reviendra sur ce qu'on peut appeler sa main tendue à l'opposition, les discussions qui ont eu lieu suite à la lettre de Boni Yayi qui a alerté la communauté internationale pour se féliciter de ce qu'il y a dialogue et qu'il est devant un Parlement qui est composé désormais de toutes les sensibilités. Il en parlera sans doute et ces actions-là qui ont été menées. Mais lorsque j'ai lu minute par minute, seconde par seconde, le discours du chef de l'État l'année écoulée, eh bien, je me suis rendu compte que les actions qu'il a annoncées en 2023, il y a eu un début de commencement pour certains et pour certaines, pour d'autres, il y a eu véritablement de l'avancée. Je prends le cas, par exemple, de ces centres de santé qui doivent être réhabilités. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu la direction de la communication du palais qui a partagé des images. J'ai pu appeler aussi ces zones-là pour savoir si réellement ce n'était pas de la communication pour de la communication, mais je crois qu'il y a un début de commencement. La situation des AME, je crois cette année, on en a parlé encore, il y a eu un petit pas qui a été fait en avant
Donc, Patrice Talon, je crois qu'il est assez malin. Les actions qu'il a annoncées en 2022, je crois qu'il a revisité son message et des choses ont commencé par bouger dans le pays en ce qui concerne ce qu'il a véritablement promis. Mais je pense que la réalité, elle est là. Nous sommes en fin d'année. Les populations, chacun se gratte sa petite tête. Comment organiser les fêtes de fin d'année, comment acheter des enfants, comment préparer dans son foyer, ainsi de suite. On aura besoin qu'on nous dise réellement que des efforts également sont faits pour que il y ait quand même le minimum pour se faire plaisir, pour se détendre. Parce que, bon, au cours de l'année, il y a eu beaucoup de situations qui nous ont tendu les nerfs. Le Niger, il y a beaucoup de grincements de dents. Et puis, donc, à l'arrivée, nous sommes en train d'atterrir par rapport à 2023, que cela puisse quand même nous permettre qu'on puisse savoir qu'on est en train de bien atterrir, que ça va être moins dur. Quelle est la pertinence de l'exercice? Écoutez, c'est une fois dans l'année. C'est tout à fait important que le chef de l'État, après l'exercice d'État dans une année, puisse situer à travers la représentation nationale le peuple béninois sur le travail abattu, voyez-vous, et aussi donner des perspectives. Nous en avons besoin. Là où est-ce que le chef a envie de conduire encore le peuple béninois les 12 prochains mois. Vous savez, c'est en même temps aussi une forme de pression que l'organisation de notre État met sur des chefs d'État. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes président et que vous savez que courant le mois de décembre, vous devez présenter un discours à la nation, dès le début de votre année, vous savez que vous devrez poser des actions. Autrement, vous aurez un discours vide, creux, bien que lent, mais on ne retiendra absolument rien. Et ce sera un échec pour vous. Vous savez, parce qu'après ça, nous allons débriefer le discours du chef de l'État. Est-ce que ce discours ressemble véritablement à la vie des Béninois? Vous savez, quand le chef de l'État finit de faire son discours, ça ne s'arrête pas là. Chaque Béninois doit pouvoir s'approprier ce discours et voir entre les lignes. Ça va être un miroir. Un miroir. Est-ce que ce que le monsieur a dit, est-ce qu'on se retrouve dedans? Et ce qui fait que parfois, à l'arrivée, après ce discours, beaucoup de Béninois s'étonnent souvent. Mais le chef de l'État a prononcé un discours, mais nous, on ne se retrouve pas. Voilà. Et donc, je pense que c'est assez important. C'est un moment d'indicateur en même temps pour permettre à la classe politique, à la société civile d'avoir l'information du chef de l'État, n'est-ce pas, sur des projets importants, sur des actions importantes. Nous avons vu tout au long de l'année le porte-parole du gouvernement défendre le gouvernement. Aujourd'hui, c'est le chef de l'État lui-même qui a la commande et qui défend son action sur 12 mois, voyez-vous. Et nous, ça nous permettra justement de savoir ce qui a été fait et ce qui reste à faire pour les mois à venir. Franck? Oui, je pense que la pertinence réside dans le fait que d'abord, c'est une obligation, c'est la Constitution qui l'a prévu. Vous êtes président de la République, une fois l'an, vous allez devant le Parlement qui est l'émanation du peuple pour présenter le bilan, comment se porte notre pays avant d'entamer une nouvelle année. Et la deuxième chose, c'est un exercice qui permet de dire, comme l'a dit Eric tout à l'heure, de présenter un tableau sur lequel on peut retrouver secteur par secteur ce qui est fait, les avancées, mais également les difficultés que l'on a eues au cours d'une année. Et donc, le chef de l'État, président de la République qui va devant le peuple pour prononcer ce message-là, il a conscience que ce qu'il dira, on doit pouvoir l'apprécier dans notre vie de tous les jours. On doit pouvoir aller vérifier. Et ce qui est différent de discours, de message à la nation qui est prononcé le 31 juillet, je crois, 31 juillet ou le 1er août de chaque année, la veille du 1er août de la fête de l'indépendance nationale. Donc, je pense que c'est un exercice assez pertinent.
Mais comme ce sont des politiques qui présentent souvent ces messages, vous voyez, on va devant la représentation nationale. Si les députés avaient la possibilité de dire au chef de l'État, ce que vous avez dit là, eh bien, comment moi j'ai vu que c'est bleu, vous dites que c'est blanc. La Constitution dit que ça ne donne lieu à aucun débat. Et figurez-vous que lors de ce débat-là, et enfin de ce message, il peut arriver que, eh bien, ce que le chef de l'État dit devant la représentation nationale, que ça donne lieu même à des acclamations, à des applaudissements pour dire nous avons aimé ce qui est fait là, c'est bien pour le... J'ai pu voir dans les images de l'année écoulée des ministres qui secouaient la tête quand le chef de l'État abordait leur secteur pour dire on a fait ci, on a fait ça. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, on nous dira combien d'efforts on a pu faire. Vous verrez Gaston Dossoui se réjouit de ce que le chef de l'État dit dans le domaine de la santé, ainsi de suite. Et donc, à cette occasion, il n'y a que les opposants également peuvent impressionner. Ils peuvent, par exemple, ne pas venir au Parlement. Une façon de dire ce qui veut être présenté là, nous, on ne se retrouve pas dedans. Ce n'est pas trop notre affaire. Ce que l'on veut, c'est du concret, c'est ci et c'est ça. Ça fait partie des manœuvres dont dispose l'opposition pour se faire entendre, pour se faire remarquer. Mais l'idéal aurait été que vous suivez le message à la fin, que vous appréciez, que vous dites ce que vous pensez de ce message. Tout est possible au niveau du Parlement, qui reste le haut lieu de la politique, où se font et se défendent les intrigues politiques. Donc, on attend de voir quelle couleur prendra cet instant-là au Parlement cette année. On verra bien ce que ça va donner. On reviendra justement pour débriefer tout cela. On aura tout, hein, mais sauf les lames d'émotion du ministre de l'Agriculture, comme l'a fait remarquer Franck. Qu'est-ce qui a été dit en décembre 2022, qui a été réalisé ou qui a commencé à être réalisé? Vous savez, il y a des projets qu'on a reconduits, asphaltage, et puis d'autres villes qu'on a ajoutées. Il y a un conseil des ministres qui s'est occupé d'informer justement l'opinion sur ces communes qui vont bénéficier une fois encore de ce projet. Nous avons surtout, et Franck l'a rappelé, la réhabilitation des centres de santé. Et je crois l'avoir lu également dans un compte rendu du Conseil des ministres, et ça a déjà commencé par la ville de Kaourou, voyez-vous. Donc je pense qu'il y a quand même un certain nombre de projets phares dont on avait déjà connaissance, qu'on a relancé justement, qu'on a intensifié, je dirais, plus tôt. Et aussi, l'État, en 12 mois, il n'y a pas que la construction des infrastructures. Il y a que l'État doit pouvoir continuer par s'occuper des travailleurs. L'État doit pouvoir continuer par trouver de l'emploi pour des jeunes. Et vous savez, dans ce débat, les emplois d'hommes, c'est la GDIZ. Entre le visage de ce chantier, il y a un an en arrière, à la date d'aujourd'hui, il y a d'autres industries qui se sont installées, qui ont manifesté le besoin d'avoir des jeunes pour le travail. Et cela, forcément, touche également le secteur de l'agriculture, où nous aurons besoin à mettre à disposition de ces industries des matières premières. Et donc, les choses ont évolué également à ce niveau, et certainement que le chef de l'État reviendra également sur ce qu'aujourd'hui au Bénin, on parle de transformation, on parle d'industrie, parce qu'il y a toute une chaîne qui a été développée de la matière première, n'est-ce pas, juste à l'exploitation. Et vous savez aussi que cette année, la GDIZ a pu sortir quelques produits de son territoire vers l'extérieur. Donc je pense que comme c'est un discours où on fait le point de ce qui a été fait, donc il y aura des phrases de satisfaction, des sentiments de joie de ce qu'on a pu faire, donc ces derniers mois. Et certainement que cela va toucher également tous les ministères, agriculture, santé, sécurité intérieure, et puis les autres ministères sectoriels. Franck? Non, je pense qu'il y a eu des projets. Vous savez, le président Patrice Talon a un mérite. Il n'embrasse pas tout. Ce qu'il entame en termes de réalisation de projets, je crois qu'il y a un sérieux qui s'observe dans sa méthodologie.
Maintenant, vous savez, on a évoqué également depuis sa prestation de serment, parce que c'est la 3e fois qu'il va plancher au Parlement. Les 2 premières fois, on avait toujours retenu cette phrase forte-là du hautement social. Je crois que le hautement social reste un tout petit peu encore timide, à mon avis. Parce que si il y a du social et que cela ne se ressent pas véritablement au niveau des populations qui s'en plaignent, lui-même, à bien des occasions, reconnaît que eh bien, lui, il sait que c'est un peu dur, c'est pas facile, mais il faut continuer, puisque nous travaillons beaucoup plus pour la postérité. Tenez, il va parler de ces mesures qui ont été prises dans le secteur du soja. Il va en parler, même si cela ne fait pas l'unanimité dans le rang des acteurs politiques et même dans le rang des sojaculteurs aujourd'hui. Il va en parler pour donner, en tout cas, la politique du gouvernement en la matière, défendant une fois de plus ces mesures-là qui ont été prises et la vision du gouvernement par rapport à ce secteur-là. Et donc, moi, je pense qu'il faut mettre davantage l'accent sur ces petites mesures-là qui vont toucher, qui vont alléger la souffrance des populations au niveau de leur ménage. Et lorsque nous le disons, ça n'est pas forcément pour les autres, nous-mêmes, nous vivons la chose. Le chef de l'État, là où il est, je crois qu'il a des parents qui lui disent souvent ce qui se passe. Il y a même des politiques avec qui moi j'ai échangé qui ont dit qu'en privé, il lui dit ça souvent. Il dit, monsieur le chef de l'État, nos mandants, nos compatriotes sur le terrain nous disent que c'est un peu dur, c'est un peu difficile pour nous à gérer parce que là, on ne ressent pas directement les mesures, les impacts des mesures que vous prenez sur nos poches, sur le panier de la ménagère, dans nos casseroles. C'est un peu léger. Et donc, vous voyez, on a traversé la période de la rentrée. Bientôt, ce sont les fêtes de fin d'année. Les premières, deuxièmes tranches, les bouts de papier, les coupons commencent par circuler déjà sur les tables et attendent les parents. Même quand vous rentrez à 1h du matin, croyant fut le débat, ça vous attend. L'enfant fait sa petite commission qui vous dépose sous le bol de votre mets que vous devez manger. En tout cas, c'est un peu difficile. Et il y a comme une chaîne. C'est une chaîne, vous finissez un maillon, vous entamez l'autre et les difficultés sont vraiment énormes. L'électricité, l'eau, où est-ce qu'on en est réellement? Le niveau de la sécurité dans notre pays, est-ce que le Béninois peut circuler en toute sécurité? Ce sont des choses sur lesquelles je pense que le chef de l'État doit pouvoir chercher les mots justes et avoir des indicateurs surtout pour dire aux Béninois comment se porte le Bénin, si on a le droit d'espérer et comment on doit espérer, parce que là, on a serré les ceintures pendant plusieurs années, il a demandé qu'on les serre suffisamment pour tenir bon par rapport aux réformes. On les a serrés et on est là. On n'a pas toujours l'impression que la ceinture est desserrée. C'est toujours un peu trop serré à notre hanche. Il faudrait que, eh bien, on trouve les moyens de desserrer ça un tout petit peu et soulager les populations. Quelles seront les urgences et les priorités pour 2024 selon vous? Oui. Les urgences, je pense qu'il faut continuer les efforts au niveau au plan économique. Au plan économique, je ne sais pas s'il faut subventionner certains produits, je ne sais pas s'il faut continuer par augmenter les salaires, encore que à ce niveau, le débat reste qu'au niveau du privé, les travailleurs restent sur le carreau. J'ai écouté le chef de l'État, la manière dont le public a été satisfait en termes d'augmentation de salaire. Le chef de l'État a juste fait une exhortation au niveau du privé. Je pense qu'en tant que chef de l'État, il peut davantage suivre le dossier pour qu'au niveau du privé, autant les autres ont soufflé, qu'on le veuille ou non, autant que les travailleurs du privé puissent souffler. Donc, à ce niveau, il faut continuer par faire des efforts. L'urgence également, pour moi, c'est de terminer les projets qui ont été lancés, les projets routiers. Il y a certaines localités dans lesquelles les gens ont du mal à joindre un point A, à quitter un point A pour aller à un point B. Vous prenez par exemple les 2KP, c'est la misère que vivent les usagers.
vous quittez Pionko pour Kérou, vous quittez Kérou pour Kouandé, ou vous quittez Kérou pour, je ne sais où, Banikwara, dans la zone de Silandé. Les projets qui ont été lancés, que ces projets-là soient suivis rigoureusement et qu'ils soient véritablement achevés. Mais moi, ce qui me concerne, eh bien, ce sont ces mesures-là qui vont agir directement sur le pouvoir d'achat des Béninois, sur leur manière de manger. Est-ce que les Béninois mangent 2 ou 3 fois par jour? Même si c'est 2 fois, est-ce que c'est consistant? Je pense que c'est très important. Et garder la veille au niveau de nos frontières afin que ces semeurs de douleur, ceux-là qui viennent semer dans nos rangs ne puissent plus pénétrer le territoire national et maintenant trouver définitivement une solution pour la frontière entre le Bénin et le Niger. Il faut lever maintenant véritablement les barrières parce qu'on n'en parle pas trop, mais ça fait partie, c'est l'une des sources de notre misère actuellement au Bénin. Les frontières sont fermées, que la CEDEAO puisse penser également au peuple béninois. Au-delà de tout, au-delà de... Puisque le débat a évolué, il faudrait qu'au niveau de la frontière, que les choses évoluent également. Aujourd'hui, on ne parle plus de rétablir Bazoum dans ses droits constitutionnels, rétablir l'ordre constitutionnel. On parle beaucoup plus de sa libération, le remettre à la disposition de sa famille et aller négocier. Donc, je pense qu'il faut véritablement trouver une solution pour que 2024 ne ressemble pas à 2023 en termes de contraintes que nous avons suivies, en termes de, disons, de difficultés que nous avons pu traverser. Eric, moi je vais ajouter, continuer par assurer la sécurité des Béninois, surtout dans le septentrion. Malheureusement, nous continuons pas à essuyer encore quelques attaques. Je pense que la dernière remonte il y a quelques jours. Donc il faut davantage renforcer la capacité d'intervention de nos forces de défense et de sécurité dans le Nord. Nos militaires ont davantage besoin de l'assistance de l'État à leur côté dans cette guerre-là. Aussi, aider les Béninois à avoir de l'eau potable, surtout en milieu rural. Je sais, comme vous avez annoncé le démarrage des travaux de l'Agence nationale de l'eau potable en milieu rural, avec le privé, je pense, qui est rentré maintenant dedans. Même en milieu périurbain, on continue encore par avoir des coupures. Et aussi l'énergie, l'électricité, toujours en milieu rural. Il faut qu'on essaie de décentraliser un peu ces projets dans ces milieux-là. On a fait ce débat ici, on avait le sentiment qu'on se concentre un peu sur les grandes villes, notamment Cotonou, que l'État montre davantage son action dans nos communes, dans nos villages. Allez les gars, je crois qu'on a suffisamment échangé. On attend le discours. Ah oui, on attend maintenant le discours, ce qu'il va véhiculer comme message, promesse et bilan. Merci beaucoup d'être passé chacun. Merci surtout pour l'accompagnement hebdomadaire. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Vous aussi. Merci beaucoup. Moi, j'en ai suffisamment besoin. Ah oui. C'est éprouvant. Oui, la semaine a été très éprouvante. Allez, prenez soin de vous les gars. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Je vous présente mes excuses sincères par rapport à la revue de presse qui n'a pas passé cette semaine jusque-là. J'espère bien que la semaine prochaine, on pourra quand même remettre l'équipe d'Aplomb pour vous servir votre droit matinal à la fin de chaque numéro d'Actu Matin. Je voudrais quand même vous remercier pour la fidélité, l'accompagnement tout au long de cette semaine qui s'achève ainsi, en tout cas pour l'équipe qui me soutient et m'accompagne. Demain, ce sera une autre avec à sa tête Wahab Alibara. Le contenu, vous le savez, il est assez spécial concernant justement ce qui se passe sur l'Actu Matin les vendredis matins. Merci aussi d'avoir été des nôtres. Merci d'être fidèle à Canal 3 Bénin. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné avec notamment William et Christelle à leur tête tout au long de cette semaine. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. À lundi. Bon, pour commencer. Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+. Quoi? Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 15 jours à tout Canal+. C'est trop. Pour profiter de plus de 400 chaînes. Je vois que t'es potassé. De l'action. Pas cette tête, c'était marrant. On arrive à la fin.
Des rencontres magiques. Pour commencer, on pourrait s'embrasser, se faire un gros câlin. Bonsoir. Salut lui. C'est chaud. Et des personnages fascinants. Ne me dis pas que tu m'en veux toujours pour cette folle furieuse. C'est une question primordiale. Réabonnez-vous vite et découvrez toutes les surprises qui vous attendent avec Canal+. Mesdames et messieurs, bonjour. L'affaire PPA2 refait surface affiche le matinal en manchette ce matin. Dans les détails, le journal nous rappelle que de graves irrégularités ont été constatées dans la gestion financière du programme pluriannuel d'appui au secteur eau et assainissement phase 2 à l'issue d'un audit effectué en 2014. Suite à cela, précise le journal, la mise en œuvre de l'accord relatif à ce projet a été arrêtée. Dès lors, s'en est suivi la perte du financement du programme en exécution, la suppression des commandes en cours avec pour conséquence des dettes imputables à l'État. Pour élucider au mieux cette affaire, indique le Canard, un comité interministériel avait été mis en place en novembre 2018 avec pour objectif de procéder à la vérification minutieuse, à l'analyse sur pièce, à la validation et à la vulgarisation des dettes du PPA2 au jour de l'arrêt du programme. Au cours de ces travaux, le dit comité a examiné 260 dossiers de commandes publiques et 1147 ordres de mission. Sur ce total, il a validé 48 dossiers concernant les prestataires et entrepreneurs pour un montant de 999 42 244 francs CFA ainsi que 988 ordres de mission au nom d'agents publics pour un montant de plus de 146 millions de francs CFA. Prenant donc acte de ce rapport, le Conseil des ministres du mercredi 13 décembre 2023 a autorisé le paiement des frais liés au dossier validé et décide de la mise en place d'un nouveau comité qui devra poursuivre méthodiquement l'examen en profondeur des dossiers différés ou rejetés, notamment ceux liés aux prestations intellectuelles, avec un accent particulier sur les ordres de service. La Nation revient aussi sur cette actualité et publie l'intégralité du compte-rendu du Conseil des ministres dans ses colonnes. Pour Fraternité, le gouvernement est dans un élan de réparation avec ce nouveau rebondissement dans le dossier. Autre décision prise en Conseil des ministres du mercredi 13 décembre 2023, la transformation de l'agence judiciaire du Trésor en agence judiciaire de l'État qui dispose de prérogatives plus claires et beaucoup plus étendues selon la Nation. Les limites et les modalités de ces actions seront beaucoup plus précises, nous renseigne le quotidien du service public, tenant compte des insuffisances relevées dans le fonctionnement de l'agence judiciaire du Trésor. La nouvelle agence pourra ainsi véritablement représenter l'État dans toutes les affaires pécuniaires, aussi bien devant les instances nationales qu'internationales. En clair, conclut la Nation, l'agence judiciaire de l'État aura pour mission la représentation et la défense des intérêts des institutions, administrations et démembrements de l'État, des organismes publics non dotés de la personnalité juridique, dans les contentieux devant la juridiction, les instances arbitrales et les entités compétentes au niveau national et international. Coopération bilatérale entre deux pays voisins. Le pipeline, l'incontournable cordon ombilical entre le Bénin et le Niger, peut-on lire à la une de Fraternité. À en croire le quotidien, en dépit de la crise née au lendemain du coup d'État qui a emporté Mohamed Bazoum, le 26 juillet 2023, avec des positions des dirigeants politiques tranchées de part et d'autre, l'inauguration de l'oléoduc d'Acadème et le démarrage en janvier prochain de l'exportation des premiers barils de pétrole nigérien à travers le nouveau pipeline qui traverse le Bénin ont été actés. Pour le quotidien,
La nature a imposé son dictat et qu'il pleuve ou qu'il neige, le Bénin et le Niger, au-delà des ressentiments des personnalités de leurs dirigeants. Et quand on parle d'un lien fort à l'instar du pipeline Agadem Semepodji, il est mieux de prendre de la hauteur et d'oublier les quiproquos. À Talon et Tiani de faire la part des choses sous une fraternité. Merci de votre aimable attention. La légende raconte qu'elle constituait la garde rapprochée du roi. Les Amazones du Dahomey étaient de redoutables guerrières. Elles ne reculaient devant rien. On les surnommait les Minons. Elle existe encore? Oui, mon bébé. Une Amazone vit en chacune de nous et recherche toujours le meilleur pour le bien-être de sa famille. Comme toi, maman, t'es ma guerrière. Vitalor est sans cholestérol. Elle s'adapte à toutes vos habitudes culinaires sans altérer le goût des aliments. Riche en vitamine E et économique. Vitalor, nous partageons avec vous bien plus qu'une histoire de goût.